Ce qui est sûr, c'est qu'Hichem Miraoui était la cible récurrente d'insultes racistes de la part de son voisin Christophe B. avant qu'il ne passe à l'acte. Témoignage de sa cousine au micro de TF1. Les voisins l'insultaient souvent dans la cage d'escalier. Il a tagué son scooter aussi de sale arabe. Quand il sentait un peu de nourriture dans le couloir, c'était sale arabe, rentrez chez vous. Vous confirmez, maître, ces insultes? Oui, des insultes quotidiennes pour un homme de 45 ans, coiffeur, qui ne pose de problème à personne, qui subissait ces insultes, qui subissait ces dégradations. Sans avoir l'envie de porter plainte, par Alors exemple. non, il n'a pas déposé plainte. Au contraire, ce qu'il a fait, lui, c'est de cuisiner un plat, de cuisiner un couscous en l'espèce, il faut le dire, et de l'apporter à son voisin pour apaiser les choses et pour créer un bon sentiment de bon voisinage. Bon, on voit le résultat. Il n'imaginait pas que sa vie puisse être menacée. Ah non, pas au point. Alors, il a subi des insultes, il a subi des dégradations, des insultes répétées, de plus en plus violentes, mais à aucun moment il ne s'imaginait pouvoir perdre la vie sans aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'il ait perdu la vie. C'est pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. Un individu d'origine maghrébine, musulman au demeurant, c'est pour ça qu'il a été tué. Paul Conge, à ce stade de l'enquête, est-ce qu'on sait s'il y a un élément à déclencher le passage à l'acte du principal suspect? C'est pas très clair. En tout cas, il semblerait qu'effectivement il y a un conflit de voisinage qui dure depuis un certain temps entre les deux. De fait, les facteurs explicatifs du passage à l'acte doivent encore être élucidés. Mais ce qui est clair, c'est qu'il est descendu à un moment donné, Christophe B, avec une arme à feu et qu'il a tiré immédiatement sur Hichem. Il était déterminé. Il était déterminé, mais qu'aussi à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de soirée qui était en train de se dérouler. Vous avez des voisins qui étaient sur le point de se coucher, qui sont descendus dans la cour et qui ont vu Christophe B penché sur sa voiture avec en train de s'affairer. Il s'est retourné et ce voisin qui était d'origine kurde, eh bien s'est fait pourchasser ensuite par Christophe B qui lui a tiré dessus dans la main à plusieurs reprises. Peut-être une dérive violente, une étincelle, je ne sais pas. En garde à vue, 7 heures après les faits, le principal suspect a reconnu les faits, mais a contesté le mobile raciste de son acte, ce qui est totalement contradictoire avec les vidéos qu'il a lui-même diffusées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il appelle à se révolter, à tirer sur des personnes d'origine étrangère, en particulier d'origine maghrébine. Il dit également qu'il faut prêter allégeance au drapeau français. Oui, c'est ce qu'il dit. Il dit aussi aux Français, réveillez-vous. Il appelle à quasiment une forme de nettoyage ethnique. En vérité, il appelle les Français à aller les chercher où ils sont. C'est qui? Ce sont les bicos, c'est l'expression qu'il utilise. Ce sont des messages vraiment d'une extrême virulence. Il en diffuse un certain nombre et c'est une logorrhée qui dure pendant des minutes et des minutes. C'est pas simplement un message isolé, c'est un développement constant, raciste et assumé. Il était totalement inconnu du service des polices, mais Pas totalement. Pas totalement. Non, il était, selon les informations qu'on a récoltées aujourd'hui, il était au contraire effectivement connu pour des faits de violence conjugale, mais aussi pour de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Est-ce qu'on est en présence d'un potentiel tueur d'extrême droite, comme ceux que vous décrivez dans votre livre? Écoutez, je vois beaucoup de parallèles à faire effectivement avec certaines des affaires que je couvre dans ce livre, notamment le fait que le mis en cause, Christophe B, vraiment fait part d'un racisme déjà complètement obsessionnel, assumé. En plus, c'est un tireur sportif qui a beaucoup d'armes en quantité. Il fait même une référence à Jean-Marie Le Pen dans une de ses vidéos de revendication et tire sur un Tunisien, un Kurde, encore une fois des cibles pas choisies au hasard. Moi, ça me fait beaucoup penser à une des affaires que je couvre dans ce livre, c'est celle de la tuerie de la rue d'Anguien. William Mallet, un conducteur de train à la retraite, le péniste, qui avait aussi cette référence à Jean-Marie Le Pen, qui aussi était tireur sportif et qui lui aussi avait une haine pathologique des étrangers. William Mallet qui avait d'ailleurs reconnu en garde à vue avoir voulu faire un attentat avant finalement de revenir sur ses propos, évoquant plutôt des fantasmes sadiques, une envie suicidaire. Et d'ailleurs, le parquet national antiterroriste avait estimé que son acte ne visait pas à troubler gravement l'ordre public par la terreur, qui est la définition même d'un acte terroriste. C'était la conclusion du parquet national antiterroriste, en effet. C'est une conclusion qui est contestée d'ailleurs beaucoup par les avocats des partis civils, qui estiment qu'au contraire, en arrivant dans la rue avec devant le centre démocratique kurde dans le 10e arrondissement de Paris, avec une arme, avec la volonté de tuer des Kurdes, il a troublé leur public, aux yeux en tout cas des Kurdes qui ont été touchés dans leur chair. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi cette qualification terroriste n'a pas été retenue. La différence qu'il y a entre la tuerie de la rue d'Anguien et les faits à Puget-sur-Argens, c'est que, en l'occurrence, le tueur présumé de Puget
a ce manifeste, ce message de revendication extrêmement assumé que n'avait pas forcément William Mallet. Ce qui explique la saisine du parquet national antiterroriste. C'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. Dans le terrorisme d'extrême droite, en général, ce qui fait la différence, c'est la publication d'un manifeste. Souvenez-vous, par exemple, la tuerie de Brenton Tarrant en Nouvelle-Zélande à Christchurch, Évidemment. 51 musulmans abattus. Eh bien, il publie un manifeste sur Internet avant les faits qui s'appelle Le Grand Remplacement. Oui, il cite Le Grand Remplacement. Voilà. Anders Breivik, en Norvège, publie lui aussi un manifeste après cette tuerie à Oslo, 77 morts. Un manifeste qui s'appelle 2083, dans lequel il éructe contre l'Europe colonisée par l'islam. C'est à ça souvent qu'on reconnaît du terrorisme d'extrême droite. Vous regrettez d'ailleurs, maître, que ce soit seulement la première fois que le parquet national antiterroriste se saisisse d'un attentat d'ultra-droite ayant fait une victime, c'est la définition exacte. Vous pensez que ça aurait dû être le cas, notamment lors de l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée du Gard? Oui, j'avais attiré l'attention du PNAT, du Parquet national antiterroriste, en disant qu'il se passe quelque chose dans cette atmosphère ambiante, dans la nation dans laquelle nous vivons, et qu'effectivement, il faut que le Parquet national antiterroriste se saisisse pour envoyer un signal fort. J'ai été malheureusement pas compris. On a dit que c'était finalement qu'un fait divers. Un acte isolé. Un acte isolé. Sans revendication idéologique. Malheureusement, et je le dis très clairement, malheureusement, les faits démontrent que j'avais raison et que finalement le Parquet national antiterroriste doit se saisir, doit comprendre ce qui se passe dans ce pays en ce moment, le climat dans lequel nous vivons. On parle d'un individu qui prête allégeance, vous voyez, les mots ont un sens quand même, c'est assez fort, qui prête allégeance au drapeau français, qui le dénature complètement, qui oublie la liberté, l'égalité, la fraternité, ce phare sur le monde, les droits de l'homme, ce que représente la France pour nous tous autour de cette table, pour en faire un drapeau guerrier, pour en faire un drapeau conquérant, pour en faire un drapeau qui exclut, qui pointe du doigt. Et donc c'est extrêmement grave, il faut que le Parquet national antiterroriste l'ait bien en tête, parce que malheureusement, je crois que le phare qu'était la France se rabougrit chaque jour un peu plus, qu'il n'éclaire plus grand-chose, pas même lui-même, et que des temps sombres nous attendent. Et donc, il va falloir y faire face et faire peut-être aussi une introspection collective pour savoir comment est-ce qu'on en arrive à là. Avant de vous faire réagir, Madame la Ministre, Émilie. Ce climat